Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne votre mémoire et celle de vos élèves? Vous est-il déjà arrivé d'entendre un élève dire ⁇ Moi, de toute façon, j'ai une mauvaise mémoire ⁇ Et vous, que lui avez-vous répondu? Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux mémoires et aux règles fondamentales de la mémorisation, proposé par Adeline André. Et Clara Etner. La mémoire n'est pas un tiroir qu'on remplit ou qu'on vide. C'est un ensemble très complexe de systèmes répartis dans tout le cerveau qui fonctionnent en permanence, jour et nuit. Ils changent, s'adaptent, se transforment. Ils dépendent de ce que nous percevons, de ce que nous comprenons, de ce que nous faisons, de ce que nous répétons. La mémoire est partout dans notre vie mentale. Pas de compréhension sans mémoire, pas de raisonnement sans mémoire, pas de décision sans mémoire, pas de projet sans mémoire. Elle relie le passé, le présent et le futur. Pour le passé, il y a nos souvenirs, nos savoirs, nos habitudes. Dans le présent, il y a ce que nous mobilisons pour agir et comprendre. Et dans le futur, ce que nous anticipons, planifions, projetons. Sans mémoire, il n'y a pas de continuité de soi. Mais il n'existe pas une seule mémoire. Il y a en réalité plusieurs grands systèmes. On distingue ainsi les mémoires perceptives, épisodiques, sémantiques et procédurales. D'abord, les mémoires perceptives. Ce sont elles qui traitent de ce que nous percevons, donc ce que nous voyons, entendons, sentons, goûtons, touchons. Elles concernent des signaux physiques, de la lumière, des sons, des odeurs, qui ont été transformés en messages nerveux. Elles permettent d'identifier un visage, une voix, une musique, mais elles ne donnent pas encore de sens. Elles reconnaissent, elles ne comprennent pas. Ensuite, il y a la mémoire épisodique. C'est la mémoire des événements vécus. Les souvenirs personnels situés dans un temps, un lieu, en lien avec des émotions. Ces souvenirs ne sont jamais parfaitement fidèles. Ils se transforment, se déforment, se recomposent. Parlons à présent de la mémoire sémantique. C'est la mémoire de ce que l'on peut mettre en mots, donc la mémoire des savoirs, les mots, les définitions, les concepts, les connaissances sur le monde. Elle est déclarative, on peut dire ce qu'on sait, mais elle est fragile, surtout au début. Une information nouvelle laisse d'abord une trace très faible dans le cerveau et sans reprise, elle disparaît. Enfin, il y a la mémoire procédurale. C'est la mémoire des automatismes. Savoir faire du vélo, nager, lire, taper au clavier, etc. On ne sait pas toujours expliquer comment on fait, mais on sait le faire. Cette mémoire procédurale se construit lentement par énormément d'entraînement. Mais une fois installée, elle est très stable. On oublie rarement comment faire du vélo. Tous ces systèmes interagissent en permanence. À l'école, les deux systèmes très mobilisés sont les mémoires sémantiques et procédurales, et bien évidemment mémoire de long terme. Car on appelle mémoire de long terme les systèmes de mémoire qui permettent de stocker durablement des informations, connaissances, expériences, compétences, et de les récupérer après un délai allant de quelques heures à toute une vie. Alors, maintenant que nous avons compris ce qu'est la mémoire, parlons d'un phénomène central qui est l'oubli. L'oubli n'est pas une anomalie, c'est un mécanisme normal, biologique, nécessaire. Sans oubli, le cerveau serait saturé. Mais l'oubli ne touche pas tout de la même façon. Il frappe surtout les informations récentes, surtout dans la mémoire sémantique. Les automatismes, eux, résistent beaucoup mieux. Quand on apprend quelque chose une seule fois, le souvenir s'effondre très vite. En quelques jours, il ne reste presque rien. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Alors, comment ne pas oublier? Comment retenir une information sur un temps long? Comment mémoriser à long terme? Cette question a toute son importance à l'école, car aider nos élèves à mieux mémoriser afin qu'ils comprennent et raisonnent mieux est un enjeu majeur.
Nous pouvons dégager 4 règles fondamentales. La première règle, c'est de favoriser l'accès au sens. Quand on apprend quelque chose de nouveau, on ne part jamais de rien. On accroche toujours une nouvelle connaissance à des connaissances plus anciennes, déjà bien installées dans la mémoire à long terme. Plus ces liens sont nombreux et solides, plus la nouvelle connaissance a des chances de tenir dans le temps. C'est également pour cette raison qu'il est si important de remobiliser les prérequis lors de nouveaux apprentissages. La compréhension est donc essentielle. Mais vous savez bien que la compréhension n'est pas binaire, ce n'est pas j'ai compris ou je n'ai pas compris. Il y a des degrés de compréhension, des niveaux, des couches successives. On peut comprendre partiellement, puis mieux, puis encore mieux. Chaque amélioration de la compréhension renforce la mémoire parce qu'elle multiplie les points d'ancrage avec ce que l'on sait déjà. Et parfois, il faut accepter de mémoriser des notions pour lesquelles notre niveau de compréhension est encore assez bas. Il pourra s'améliorer lors d'utilisation ultérieure de ces connaissances. Deuxième règle, activer réellement les réseaux de neurones. Pour mémoriser, il n'est pas efficace d'être exposé à une information. Il faut une activation volontaire, avec une intention portée sur ce qu'on veut apprendre. Se poser des questions, chercher une réponse, se rappeler, expliquer avec ses mots. Tout cela force le cerveau à activer les réseaux de neurones concernés et donc à les renforcer. Troisième règle, la répétition. Une seule exposition crée une trace fragile. Sans reprise, cette trace disparaît. C'est la répétition organisée dans le temps qui consolide la mémoire. Pas forcément répéter tout de suite en boucle, mais revenir plusieurs fois à des moments différents en espaçant progressivement les reprises et surtout en laissant des nuits entre les répétitions. Quatrième règle, le feedback. Quand on essaie de se rappeler quelque chose, il faut pouvoir savoir si ce qu'on a produit est correct ou non. Et si ce n'est pas correct, il faut un retour rapide qui permette de corriger. Le feedback empêche de consolider des erreurs. Il transforme l'erreur en outil d'apprentissage. Donc, pour résumer, bien mémoriser, c'est relier à ce que l'on sait déjà, activer volontairement les réseaux concernés, répéter dans le temps, recevoir un feedback clair et s'entraîner en variant et embrassant les contenus. La mémoire n'est pas un miracle, elle obéit à des règles simples. Quand on les respecte, on apprend mieux, plus durablement et avec moins d'efforts inutiles. Les élèves qui auraient une bonne mémoire utilisent en fait ces stratégies, mais souvent de manière inconsciente. Et ceux qui auraient une mauvaise mémoire seraient vraiment aidés s'ils les connaissaient et les utilisaient. Ces règles fondamentales de la mémorisation ne doivent pas rester théoriques. On peut les faire vivre concrètement à travers des outils et des stratégies au service de la mémorisation à long terme de tous les élèves, avec par exemple des fiches mémo, des temps dédiés à la mémorisation en classe, des quiz, des flashcards, des outils de suivi et bien d'autres encore. Dans les prochains épisodes, nous vous proposerons d'explorer quelques-uns de ces outils et ces stratégies pour voir comment ils peuvent s'intégrer simplement dans les pratiques de classe. Donc, aventure à suivre sur cette question. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous.